Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, votre nouvelle émission consacrée aux livres et à la francophonie. Je suis très heureux de vous retrouver depuis les studios de TV Monaco avec ce rayonnement international à travers nos séquences, nos entretiens et reportages avec de grands auteurs. Vous allez vous informer, réfléchir et voyager avec nous, je l'espère. Aujourd'hui, une émission spéciale autour du prix Prince-Pierre de Monaco. Nous vous emmènerons dans les coulisses des délibérations avec les grandes personnalités qui sont membres du jury. Vous verrez et entendrez le lauréat du prix littéraire. Nous vous ferons vivre aussi la soirée de gala dans le Grand Hôtel Hermitage avec des surprises. Et puis votre club de lecture avec des passionnés de livres, dont 2 jeunes lectrices lycéennes, un lecteur passionné et les pépites des libraires. Et on commence cette émission avec un reportage dans les coulisses du prix Prince-Pierre de Monaco, créé en 1951. Le prix littéraire honore chaque année un écrivain d'expression française pour l'ensemble de son œuvre. Christian Bobin, Joseph Kessel, Marguerite Yourcenar, Jean-Marie Gustave Leclésio, Annie Ernaux ou encore Chantal Thomas ont déjà été couronnés. Une façon aussi de célébrer la littérature francophone, bien sûr. Et c'est Philippe Claudel qui nous guide vers la salle des délibérations. Philippe Claudel, on est ici à Monaco pour ce prix Prince-Pierre de Monaco. Vous êtes un fidèle membre du jury. Vous êtes aussi un fidèle membre du club francophone désormais, parce que ça fait 2 fois que vous êtes invité en quelques semaines. C'est un plaisir. Je suis ravi d'être avec vous, vraiment. Moi aussi. Comment ça se passe? Alors là, vous avez votre petite pochette. Voilà. Vous savez qu'il y a certains noms, évidemment, 4 nominés. Bien sûr, il y a des finalistes. Il y a les finalistes. Vous avez une idée vous-même? Bien sûr, on va essayer de défendre une championne ou un champion. Hein. C'est le but du jeu dans ces beaux prix décernés par la Fondation, à la fois le prix de la découverte et puis l'autre prix plus prestigieux encore qui couronne une œuvre. Donc bien sûr, on arrive dans ce bel hôtel Hermitage où on va se réunir dans un salon sous l'égide de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, et on va bien sûr discuter cordialement, mais avec pugnacité quand même, puisqu'il faut défendre sa championne ou son champion. Généralement, ça bataille un peu ou pas? Ça dépend des années. Ouais. Parfois C'est c'est très serré. ça bataille? Oui, enfin, tout à fait cordialement. Mais c'est vrai que le but quand même du jeu dans ce type de, comment dirais-je, de concours au sens noble du terme, c'est d'essayer de défendre vraiment le livre. On a préféré en ce qui concerne le premier roman, et puis une œuvre qui nous paraît importante. Mais cela dit, quand on arrive à 4 finalistes pour l'œuvre, les 4 méritent ce prix. Hein. Ce qui se passe aussi, c'est que au cours de la discussion, on se rend compte par exemple que l'autrice ou l'auteur qu'on a envie de porter ne recueille pas suffisamment de suffrages, donc notre vote quelque part ne servira à rien. Donc on peut se reporter sur un autre choix. C'est comme dans le Goncourt, ça. Oui. Finalement, vous êtes rodé, vous. Le Goncourt, si vous voulez, c'est une bonne école, effectivement. Maintenant, vous êtes président de l'académie, hein, donc l'école. C'est une bonne école parce que, effectivement, on peut supporter avec une grande ferveur un livre, mais si on est seul, ça ne sert à rien. Et une œuvre, voilà. Et une œuvre ici, en l'occurrence. Pour le prix Prince-Pierre, parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a eu Annie Ernaux, Marguerite Yourcenar, Jean-Marie Gustave Leclésio, plein d'auteurs considérables ont eu ce prix. Et aujourd'hui, il a une dimension internationale. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il porte aussi, d'une certaine façon, la littérature francophone. Exactement, il a une ancienneté qui n'est pas négligeable de rappeler. C'est un prix quand même qui s'est installé maintenant. Donc oui, c'est un prix très important pour les autrices et les auteurs qui le reçoivent. Bon, on va entrer dans l'hôtel Hermitage parce que c'est là que ça se passe. Absolument. Une fois que vous serez installé dans la salle du conseil, la princesse de Hanovre, la princesse Caroline va arriver, et à ce moment-là, on coupera le tournage parce qu'on vous laissera travailler, évidemment. Bah oui. Il faudra... Combien de temps ça va mettre à peu près? Ah, ça dépend des années, mais on en a quand même pour une bonne heure, je pense. Allons-y.
Et avant de partir à la soirée de gala, dans 2-3 minutes, dans ce club francophone, nous donnons la parole aux lecteurs, aux libraires et à la jeunesse que l'on n'entend jamais dans les émissions culturelles et littéraires. Avant de rejoindre donc les lauréats du prix Prince-Pierre et de prestigieux membres du jury, on reçoit donc 2 lycéennes. Aujourd'hui, nous accueillons Chloé et Léane. Bonjour Chloé. Bonjour Léane. Bonjour. Tout va bien pour vous? Oui, tout va très bien. Alors vous êtes en classe de première au lycée Albert Ier de Monaco. Vous avez 16 ans, c'est l'année du bac de français. Et ça tombe bien parce que vous avez été membre du jury du prix Prince-Pierre pour le coup de cœur des lycéens. Vous avez eu le choix entre plusieurs livres, plusieurs auteurs. Qui avez-vous choisi? Quel est le lauréat cette année? Alors cette année, le lauréat est Un père sur le banc de Damien Lecamp. Pourquoi avez-vous choisi ce livre, Léane? Car c'était un livre très émouvant. Enfin, il nous a tous beaucoup touchés. C'est l'histoire d'un père qui se bat pour la garde de son enfant. Voilà. Et c'est pas un combat en fait entre parents, c'est vraiment un combat d'un père qui aime son enfant et qui veut à tout prix le revoir. Oui, c'est ça. Donc il y a énormément d'émotions dans ce roman et ça a su nous trouver et nous toucher. Alors, il a raconté l'histoire de son livre quand il était sur scène lors de la remise du prix. Et c'est vrai qu'il a voulu y mettre de l'humour, mais en même temps, c'est très émouvant parce que ce papa veut retrouver son fils. Oui. C'est ça qui vous a touché. Mais hier, il a précisé, il a bien insisté sur le fait que ça devait pas être un combat entre l'homme et la femme, entre mère et père. Mais c'était vraiment un livre où il parle de l'amour qu'il a envers son enfant, de lui qui veut garder, qui se bat pour lui. Du coup, voilà. Et malgré le sujet dur, il a su y glisser un peu d'humour. Et oui, c'est vrai que ça a fait un peu la différence aussi. Parce que je crois qu'il est humoriste, hein? Oui, tout à fait. En parallèle, il est humoriste. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez en vous depuis que vous avez lu ce livre? Est-ce que ça a changé quelque chose en vous, dans votre façon de penser, dans votre façon d'avoir des liens avec vos parents, par exemple? Je trouve que ça nous montre vraiment une belle relation paternelle qu'on peut avoir avec notre père, du coup. Ouais. Qui sont en régie, hein, je le dis, parce que vous ne le savez pas, mais les parents sont là et surveillent. Et c'est vrai qu'on a lu les livres un peu différemment, avec un regard un peu plus critique, de voir ce qui rend un roman fort, ce qui fait qu'une voix d'auteur se distingue. Et je pense qu'on lit avec un peu plus de curiosité maintenant. On a envie d'aller vers des auteurs contemporains. Oui, d'autres livres. D'autres livres aussi, pas forcément. Toi, Chloé, je sais que c'est Catherine Pancol que tu aimes bien lire. Tout à fait. Donc là, effectivement, on a un jeune auteur, donc c'est autre chose. Léane, moi, j'ai un livre qui me tient particulièrement à cœur, mais c'est surtout un vieux livre. Oui. C'est Roméo et Juliette. Ah oui. Oui. Carrément. Mais oui, de Shakespeare. Oui. L'œuvre de Shakespeare. Oui. Bon, parfait. Voilà. Bon, ça change, effectivement. Oui. Lisez de jeunes auteurs contemporains, c'est important. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau dans le club francophone, Chloé et Léane. Je rappelle que vous êtes donc en première au lycée Albert Ier de Monaco et je vous souhaite évidemment d'avoir le bac de français avec les meilleures notes possibles et de passer surtout en terminale. Merci beaucoup. À très bientôt. Dans les coulisses du prix Prince-Pierre de Monaco, avec cette soirée de gala, les prix ont été remis. Bonjour Daniela Ferrière. Bonjour. Bonjour Philippe Claudel. Alors, Philippe Claudel, c'est un habitué de l'émission déjà. Bienvenue Dani dans le club francophone, cette nouvelle émission. On a décerné ce prix, enfin vous avez décerné le prix à quelqu'un que l'on adore. Franchement, moi personnellement, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, c'est Louis-Philippe d'Alembert. Oui, que j'adore aussi. Haïtien, au passage. Oui. Et il a fait une littérature très étonnante, hein, très diversifiée. C'est vrai que c'est un Haïtien, mais il n'est pas resté sur le territoire haïtien comme écrivain. Et pendant longtemps, il a arpenté le monde, d'abord comme
individu. Il aime bien voyager, il aime se frotter aux langues nouvelles, l'hébreu, l'espagnol, l'italien, le français de France, si l'on peut dire, parce on parle un français légèrement différent. En Haïti, un peu plus 18e siècle, légèrement plus sophistiqué. En littérature aussi, il a fait de même. Et il a des thèmes, il a des situations, des paysages nouveaux pour la littérature haïtienne. Alors Philippe Claudel, nous on vous a vu tout à l'heure parce qu'on était aux prémices, juste avant la délibération. C'est la magie de la télé, on saute comme ça les heures et on saute les jours. Comment ça s'est passé cette délibération pour vous? Êtes-vous d'accord déjà avec le choix de Louis-Philippe d'Alembert? À 100%, à 150%, à 300%. C'est un auteur, un bel auteur que nous avions déjà couronné par le concours de la poésie. Parce que c'est un poète aussi, Louis-Philippe. Bon, alors c'est très rare, il faut vous le dire quand même, parce qu'on a le président de l'Académie Goncourt, que vous connaissez désormais, puisqu'il fait partie quasiment de l'émission, 3e participation en quelques semaines, et puis Dany Laferrière de l'Académie française. Et c'est vrai que quand on vous retrouve tous les deux, où évidemment il y a Marc Lambron, il y a Pierre Assouline, enfin, quand on voit le Goncourt et l'Académie française qui se réunit pour un prix, je trouve ça assez beau, moi, parce que vous êtes très nombreux du Goncourt, très nombreux de l'Académie à faire partie de ce prix. Il y a quelque chose de très fort, je trouve. Et c'était là depuis le début, paraît-il. C'est structurel, en fait. Oui, c'est une volonté. On a mis ça ensemble depuis très longtemps. Voilà. Et on n'est pas face à face. Non. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de travailler main dans la main pour les lettres, pour la littérature, pour les textes, pour les auteurs, pour les idées. On peut être écrivain sans appartenir à aucune académie. Je trouve que c'est la majorité des écrivains qui font ça, et c'est notre honneur. Bon voilà, sans vouloir les flatter, 2 personnalités intègres, j'ai déjà dit de Philippe et Dany Laferrière, que j'accompagne depuis tant d'années maintenant. J'ai été ravi de vous avoir tous les deux en plateau. Merci, pour cette nouvelle émission. Vraiment, j'en suis presque ému, et j'en suis ému même tout court. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Et puis bonne chance pour la suite. Ah oui, on serre la main. Bah oui, les 2 académies. Le lauréat du prix Prince-Pierre de Monaco, version littéraire, version prix littéraire est avec nous. Bonjour Louis-Philippe d'Alembert. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver ici parce qu'on se connaît depuis très longtemps. On va dire la vérité aux téléspectateurs et auditeurs. Oui. On vous suit, je vous suis depuis quasiment vos débuts, en tout cas dans la littérature. Et ce prix Prince-Pierre, qu'est-ce que ça vous inspire là? Parce que vous êtes très heureux, je vous vois depuis tout à l'heure. À la cérémonie, vous rayonnez. Ah oui, donc je suis très heureux pour plusieurs raisons, parce que c'est un prix important, et puis j'ai été quand même dans le jury. Il y a des gens très importants et des auteurs dont j'aime beaucoup le travail. C'est pas pour le flatter, j'ai déjà le prix, donc j'ai pas besoin de le flatter. Le monsieur qui est à côté de vous. Oui. Donc le monsieur qui est à côté de moi, notamment, et Pierre Assouline. Oui. Donc voilà, c'est quand même, je n'aime pas le mot consécration, mais quand on a écrit beaucoup, j'ai quand même un certain âge maintenant, donc c'est toujours très bienvenu et on se sent flatté, honoré, et voilà. Bon, bonjour Pierre Assouline. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'œuvre de Louis-Philippe d'Alembert? Parce que Louis-Philippe, il est entre la poésie, entre le récit, le roman. C'est un grand écrivain, on le sait, mais voilà, on le révèle aujourd'hui, mais par ce prix. Mais il y a aussi ce côté poétique chez lui. Le côté poétique, on le trouve chez pas mal d'écrivains, mais il y a une chose que, en tout cas, je ne trouve pas chez d'autres, mais qui est surtout chez lui, c'est qu'il est inattendu. C'est-à-dire que, je ne vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup de grands écrivains français. À chaque livre, on sait exactement ce qu'on va trouver. Et moi, j'aime bien la surprise. Eh bien, Louis-Philippe d'Alembert, je suis incapable de deviner ce qu'il va écrire la prochaine fois. Et quand il s'est intéressé à la société romaine, je suis tombé des nues. Mais avant, c'était les États-Unis, Milwaukee Blues. À chaque fois, on est surpris. Et ça, je trouve que c'est une grande qualité, très rare, chez les romanciers. Puis ce qui est bien, c'est que, en tant qu'haïtien,
tu ne peux avoir qu'un point de vue décalé, avec un pas de côté par rapport à tout ça. Bah, c'est le vrai romancier, c'est le vrai. C'est ça l'intérêt de la chose. Et c'est ça l'intérêt, moi, je dirais, de la littérature en général. C'est-à-dire que un romancier, du moins en ce qui me concerne, c'est quelqu'un qui est capable d'être en empathie avec l'autre. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, je devrais écrire que sur les mâles noirs hétéros ou haïtiens ou caribéens? Donc, je trouverais ça, ce serait complètement réducteur. Donc, sortir de son territoire de confort. Sortir, justement. Vous diriez ça? Exactement. C'est-à-dire que... La zone de confort. Mais quand moi, adolescent, je lis un certain nombre d'auteurs, je m'identifie à ces auteurs-là, hommes ou femmes. Quand je lis adolescent Philippe Roth, qui est états-unien, juif, mais je m'identifie complètement à ce qu'il écrit. Mais je me dis pas, est-ce que j'ai le droit en tant que lecteur de lire Philippe Roth? Mais non, Philippe Roth, il écrit pour moi. Et donc, c'est ce que je comprends pas aujourd'hui. Il y a une facilité avec laquelle on emploie le mot d'appropriation culturelle qui me gêne, moi. Bien sûr. C'est un abus. C'est un abus de langage. Je suis en train de passer. Bon, on va parler de votre œuvre. C'est la magie de la télévision. Vous allez dormir un peu. Et on va vous rejoindre, on va vivre une partie de votre journée de demain. On va parler de votre œuvre littéraire, la poésie évidemment, puisqu'il y a un recueil de poèmes qui vient de paraître chez Bruno Doucet. On en parle dans quelques instants finalement, puisque c'est ça, la magie de la télé. Et juste avant, une petite transition philosophique avec Charlotte Casiraghi. Il y a donc aussi de la philosophie dans ce prix Prince-Pierre de Monaco avec la lauréate cette année, Siri Hustvedt. Et nous sommes avec Charlotte Casiraghi. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Robert Maggiori, bonjour. Bonsoir. Vous êtes, vous, professeur de philosophie, critique aussi, d'art. Critique littéraire. Littéraire. Oui. Et vous avez tous les deux donc décerné ce prix avec évidemment les rencontres philosophiques, car vous travaillez toute l'année autour de la philosophie. Pourquoi avez-vous fait ce choix de Siri Hustvedt ? C'était un choix qui n'allait pas de soi. Nous décidons avec Charlotte, Raphaël Zaguri et moi d'un candidat. En général, on a toujours choisi des philosophes purement philosophes, établis. Hélène Cixous, Julia Kristeva, Georges Didier Huberman, Souleymane Bachir Diagne l'an dernier. Ouais. Et Jacques Rancière. Et Jacques Rancière. Formidable. Ouais. Mais nous avons toujours été très ouverts. Ouais. C'est-à-dire que la philosophie, elle est en dialogue avec toutes les sciences humaines et la littérature. Donc cette fois-ci, on a eu l'idée, d'ailleurs Charlotte, elle a eu la première, de choisir quelqu'un qui vient de la littérature, mais qui se connecte à la philosophie, à la psychiatrie, à la psychologie, par la littérature, en traitant des thèmes qui sont des thèmes philosophiques. C'est ça, et très comme ouvert. l'œuvre très ouvert. C'était déjà le cas avec Souleymane Bachir Diagne, si je peux me permettre. En termes d'ouverture, lui, il est parfait dans ce rôle-là. J'ai été très surpris d'ailleurs de le voir l'année dernière couronné. C'est un philosophe qui compte, mais nous, il compte davantage encore, précisément parce qu'il est en dialogue. Oui, c'est ça. Parce que nous essayons de promouvoir les pensées ouvertes. Je veux dire, une différence entre un point qui ne touche rien et une main ouverte, parce que la main ouverte, elle peut toucher tout. Avec une main fermée, vous pouvez rien ramasser du tout. Donc nous sommes pour les pensées ouvertes, comme sont ouvertes les mains. Et la diversité aussi. Oui. Parce que tout est là, en fait. C'est ça. Et dans tous les prix. Alors, on parle évidemment du prix de la principauté, qui couronne un philosophe, mais tous les prix de ce prix Prince-Pierre sont dans cet esprit de diversité. Et ça, c'est Monaco, au final. Et d'ouverture, et de liberté de création et d'expression. C'est très important. C'est-à-dire que ces prix, ou en tout cas ces initiatives, ne visent pas à conforter une opinion ou une idéologie ou des goûts personnels. C'est vraiment, en tout cas, laisser le champ ouvert à la création, à la pensée, dans une forme de liberté. Et nous, ça c'est en tout cas quelque chose qui nous anime depuis le début. C'est pas de choisir nécessairement de mettre à l'honneur nos goûts, nos envies, mais d'être le plus ouvert possible, et que Monaco soit un endroit pour la pensée, la création, dans une grande liberté. Alors j'allais dire justement, Monaco, terre d'écriture, terre d'ouverture,
brassage aussi des artistes, des auteurs depuis toujours, avec vos grands-parents évidemment, mais même avant, avec votre arrière-grand-père. Le prix Prince-Pierre vient de là d'ailleurs. Vous la voyez comme ça, la principauté aujourd'hui, comme vous le dites, une terre d'accueil, mais aussi une terre qui brasse les auteurs, les artistes, les philosophes? En tout cas, je crois que la vie culturelle à Monaco est extrêmement riche et pleine de cette diversité grâce à une politique culturelle, c'est vrai, qui est forte à Monaco. Enfin, le budget qui est alloué à la culture... je pense que beaucoup de pays seraient vraiment très heureux de pouvoir mettre en œuvre autant de projets sur un si petit territoire. Donc on a beaucoup de chance. Dans tous les domaines d'ailleurs. Hein. Voilà, mais voilà, cette volonté d'ouverture, de diversité, ce foisonnement créatif, cet accueil à la création, ne signifie pas pour autant que la partie est gagnée, parce qu'aujourd'hui, la difficulté, comme nous le savons tous, c'est le rétrécissement quelque part de nos centres d'intérêt, de notre disponibilité à la parole de l'autre. Il y a encore des défis, en tout cas, qui sont de taille aujourd'hui, voilà, d'intéresser un large public, et qu'à Monaco on a la chance d'avoir de si belles opportunités de rencontrer des artistes, des philosophes, des penseurs, des musiciens, des scientifiques, des créateurs. Enfin, c'est une chance inouïe, mais après encore faut-il porter le message. Voilà, et ça, il faut accéder au public. Voilà, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, où ce qui se passe à Monaco est merveilleux, mais il faut continuer de se battre pour essayer de transmettre et en faire la promotion. Voilà. Et dans les médias. Exactement. C'est pour ça que c'est très important d'en parler et que ce qu'on fait là toujours la bienvenue, dans a le club beaucoup francophone pour en parler. Parce qu'il faut, en tout cas, attirer le public. Charlotte, ce qui est intéressant avec les rencontres de la philosophie, c'est que vous arrivez effectivement à capter le public grâce à des sujets très contemporains. Et ça, c'est ce que vous avez voulu faire tout de suite. Mais avec la petite philosophie du quotidien, en fait. Mais c'est pas seulement des sujets contemporains, c'est des sujets qui intéressent... non, du quotidien. Oui, voilà, de l'homme de tout temps. Et c'est vrai que je crois que au départ, on a voulu des sujets plus classiques en philosophie, et on s'est rendu compte que finalement, il faut que le sujet parle à tout le monde. On se dit, ça me concerne, en fait, c'est quelque chose qui me préoccupe dans ma vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, c'est pas du trivial. C'est là que les plus grandes questions se posent à nous. Et en fait, souvent, on ne se rend pas compte que dans une journée, on est confronté avec les plus grands dilemmes de toute l'histoire de la philosophie. On philosophe tout le temps, au final. Exactement. Même sur un marché, on peut philosopher. Voilà. Bon, on ira philosopher sur le marché de la Condamine, vous êtes d'accord? Oui. Avec grand plaisir. On va générer une séquence. Voilà. Merci Charlotte Casiraghi. Merci beaucoup. Merci Robert Maggiori. La nuit s'est bien passée? Très bien. Oui. Très bien. La séance photo? La séance photo, très bien aussi. Ça a été bien parce que c'est court. J'aime quand les séances photo. Court, les séances. Oui, mais il y en a qui sont longues parfois. On a des photographes qui te torturent vraiment, qui ne sont jamais contents des poses. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Moi, au-delà de 5 minutes, ça va, c'est déjà fini. Quoi. Bon, nous avons rejoint le lauréat du prix Prince-Pierre de Monaco avec Louis-Philippe d'Alembert, qui a donc passé la nuit ici, qui a vécu une soirée très agitée avec plein de prestige hier, et qui se retrouve ici devant l'Opéra Garnier, parce qu'on a ce grand bâtiment où se trouve l'Opéra Garnier, mais aussi le casino. Et c'est donc dans cet Opéra Garnier que vous avez eu le prix hier. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a appelé sur scène? Beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur aussi.
J'ai tout de suite pensé à mon pays natal, Haïti, forcément, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'était Haïti aussi qui recevait le prix pour moi. C'est d'une certaine façon, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose à l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous, tout le pays exalte avec nous, en fait. Et là, j'ai déjà reçu, comme on dit, pas mal d'emails ou des gens comme ça, parce que Daniela Ferrière avait envoyé un post. Donc, ça a été repris et plein de mails, les gens m'envoient félicitations et tout, les gens sont contents, sont heureux et ça me fait... Je suis content de leur faire plaisir, en fait. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, vous avez été célébré pour votre œuvre, l'ensemble de votre œuvre. Et elle est conséquente aujourd'hui, Louis-Philippe d'Alembert. Il y a de nombreux recueils de poésie, des romans, une douzaine, des essais, des recueils de nouvelles. Et comme le disaient les membres du jury, vous êtes surprenant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous explorez de nombreux sujets, de nouveaux territoires aussi, les migrants pour Mur Méditerranée, ou encore l'affaire George Floyd, que vous aviez un peu revisité, cette fameuse affaire aux États-Unis avec cet homme assassiné par la police dans Milwaukee Blues. C'est la condition humaine qui vous intéresse ? Oui, tout à fait. Non seulement parce que pour moi, ce qui est important, c'est, en tant qu'écrivain d'abord, c'est d'avoir, ou plutôt d'être touché par quelque chose. Et pour moi, l'être humain est le même partout. Un homme ou une femme qui pleure, quelque part, c'est un homme ou une femme qui pleure. Un bébé qui a faim, quelque part, c'est un bébé qui a faim. Donc, c'est-à-dire, peu importe au départ sa nationalité ou sa couleur de peau, eh bien, ça me touche pareillement, en fait. Alors quand vous voyez cette Méditerranée, parce que votre œuvre, finalement, elle a un lien avec la Méditerranée, pas seulement la Caraïbe. Toutes les mers du monde, finalement, sont explorées par Louis-Philippe d'Alembert à un moment ou à un autre. Mais en ce qui nous concerne, nous autres Caribéens, l'eau est au départ de tout. C'est-à-dire que c'est la traversée de la traite des bateaux négriers. Donc, on est né, dit Édouard Glissant, le Martiniquais, un peu dans le ventre de ce bateau négrier. Donc, on a ce rapport à l'eau qui est, du moins en ce qui me concerne, qui est fascinant, qui a une forme, un rapport amour-haine, attraction-répulsion. Beaucoup d'entre nous ne savent pas nager, donc moi je nage très mal, comme beaucoup, comme on dit, de Caribéens, mais il y a cette fascination qui est là, qui reste. Et pour en revenir à la Méditerranée, justement, pour moi, c'est ce lieu de rencontre, comme disait Aléro Carpentier, l'écrivain cubain, c'est un lieu de rencontre de civilisation, de peuple, de langue. Et c'est ce qui a donné aussi par la suite la langue et la culture créole. Comment elle était votre enfance en Haïti ? Eh bien, c'était une enfance, aussi paradoxale que cela puisse paraître, heureuse. J'ai dit paradoxale parce que d'une part, je suis né sous la dictature, une dictature féroce. De Duvalier, Et ensuite, un père qui disparaît, ça veut dire qu'il y a une forme de précarité qui s'installe dans la famille, et forcément, à cause de l'absence de ce père. Et malgré ça, j'ai été entouré, bien entouré de figures bienveillantes, donc féminines en particulier, donc celle de ma grand-mère, de ma mère, des sœurs de ma grand-mère ou des cousines de ma mère. Donc c'était vraiment une enfance, j'ai envie de dire, heureuse malgré tout. Et matriarcale. Et matriarcale. Oui. Matriarcale, c'est la raison pour laquelle, et je me rappelle dernièrement, j'ai été chez un médecin, une femme médecin qui m'a envoyé chez une spécialiste, et elle m'a demandé est-ce que ça me dérange que ce soit une femme. Je lui ai dit, écoutez, je suis né déconstruit, donc j'ai aucun mérite, donc moi, ça m'est égal, en fait. Bon, on va s'installer parce qu'il y a un recueil de poèmes que vous avez publié chez Bruno Doucet. On va parler de poésie aussi avec Louis-Philippe d'Alembert, car l'œuvre de Louis-Philippe est importante. La poésie vous a toujours habité, vous l'avez toujours incarné. Et il y a Spleen d'un soir dans ce petit livre, grand livre par le fond mais petit par la taille, L'obscur soleil des corps. Alors c'est vrai que vous lâchez beaucoup de choses dans la poésie, vous osez beaucoup de choses, le Philippe d'Alembert. Là, cette fois, il est, comme vous le dites, question de passion. La passion amoureuse, la sensualité, le rapport au corps. Vous dites, ce sont les premiers vers des 2 premiers poèmes. J'aime la peau, j'ai faim de toi. Oui, tout à fait, oui. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Je crois que quand on parle de la peau, donc de la peau de la personne qu'on aime, ou de la personne qu'on désire même sans amour quelque part, c'est quelque chose qui nous rapproche vraiment, qui fait qu'on entre dans l'intimité totale de la personne. Et cette peau, moi, ce qui m'intéresse c'est une peau qui résiste, c'est-à-dire que peu importe son âge,
Et elle peut être lisse, elle peut être luisante, elle peut être chiffonnée, elle peut être froissée, mais en même temps, ça nous apporte du plaisir. Elle vous plaît quand même, Ah même oui, quand elle est chiffonnée. Même quand elle est chiffonnée, parce que la mienne commence à l'être aussi, donc forcément. La peau chiffonnée et autres poèmes. C'est dans L'Obscur Soleil des Corps, à lire chez Bruno Doucet, formidable éditeur d'ailleurs, qui milite et qui porte la poésie comme personne. Merci beaucoup Louis-Philippe d'Alembert. Merci à vous. Et félicitations encore pour ce prix. Merci. Bonne journée à Monaco. Vous restez un peu? Oui, je reste toute la journée. Profitons-en. Voilà, je vais en profiter. À bientôt Louis-Philippe. Merci. Et la suite de notre club de lecture à présent en studio. Place aux pépites des libraires, une séquence qui met en valeur un libraire francophone qui doit nous convaincre de lire 2 de ces pépites dénichées, bien sûr, dans sa librairie. Et aujourd'hui, on reçoit un nouveau libraire, place à un libraire français. Bonjour Frédéric Flotte. Bonjour. Vous êtes libraire à Toulon, dans la librairie Charlemagne, un grand réseau de librairies indépendantes du sud de la France. Racontez-nous un peu l'histoire de Charlemagne en quelques mots. Charlemagne, c'est une entreprise familiale qui va bientôt fêter son centenaire et qui reste surtout un réseau de librairies indépendantes. Voilà, qui est une véritable référence, hein, je le sais, dans le Var et aux alentours. Tout le monde achète ses livres chez Charlemagne, et pas que les livres, puisqu'il y a aussi un grand réseau de papeterie. Bon, alors Frédéric, on va commencer notre petit jeu de la séduction. Vous avez 2 pépites, vous avez sélectionné 2 livres. On commence avec un premier livre qui est un roman. Oui, tout à fait. C'est le dernier roman de Franck Bouis, intitulé Entre toutes, avec en photo de couverture une magnifique photo de Dorothy Lange qui illustre très bien le propos de son livre. Voilà. On sent la main de cette grand-mère, c'est empreint d'amour et d'humanité, et le regard en même temps, la dureté du monde paysan dans lequel se déroulent tous ces ouvrages. Celui-ci est beaucoup plus classique, et c'est vraiment un roman sur sa grand-mère, c'est magnifique. C'est bouleversant. Bon, à lire absolument. Bon, je crois que vous nous avez plutôt convaincu. Et puis un second qui est un essai. Alors là, moi, j'ai un peu de mal avec le titre. Mais allez-y, racontez-nous. Apocalypse cognitive, l'avant-dernier ouvrage de Gérald Bronner. Gérald Bronner, alors, qui est sorti au livre de poche. Je précise que le Franck Bouis, c'est chez Albin Michel, pardon, Apocalypse cognitive. Voilà, Bronner, qui est un grand sociologue. Et là, il nous dresse... Alors, dans la définition d'Apocalypse, qu'il ne faut pas confondre, c'est sur sa racine latine de découverte et de découvrir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps qui nous est imparti maintenant que les sciences, qu'on entre dans ce 21e siècle où toutes les sciences, toute la technologie fait qu'on devrait pouvoir dégager du temps pour notre cerveau, on en fait quoi? Comment on va chercher l'information? Donc il double son propos de sociologue, de sciences cognitives. C'est remarquable, ça nécessite un petit effort, mais on peut le prendre, le reprendre, le lire par chapitre. Moi, ça fait 4 ans qu'il est sur ma table de nuit, que je reprends des chapitres régulièrement. 4 ans pour le lire, Oui, non, c'est non, ça. mais ça éclaire, voilà, ça éclaire sur l'entrée dans ce 21e siècle qui est un petit peu compliqué, bizarre, qu'on n'a pas forcément tout cerné. C'est remarquable et très lisible. Je trouve ça un peu angoissant, moi. Apocalypse. Pas du tout. Non, il faut la bonne définition du mot apocalypse. Ça me donne qui pas est trop révélation. envie. Frédéric, j'ai pas envie de le lire, ce livre. Mais bon, faut essayer quand même. Oui, sur ton livre de poche. Oui, en plus, vous pouvez le mettre sur la table de nuit, vous avez raison. Bon, merci beaucoup Frédéric Flotte. On salue évidemment tout le réseau Charlemagne, magnifique réseau de librairies indépendantes avec son directeur Olivier Rouard que j'embrasse. Merci Frédéric, à bientôt. Merci à vous. Bon travail à vous. Et nous avons aussi un lecteur dans cette émission et pas n'importe lequel. Nous allons retourner au prix Prince-Pierre avec Marc Lambron qui est membre du jury du prix et surtout membre de l'Académie française. Il était de passage, évidemment, dans la Principauté pour la remise de ce prix. Et c'est assez surprenant. Bonjour Marc Lambron. Bonjour. Vous êtes l'écrivain que l'on connaît tous, membre de l'Académie française depuis 2014. Et vous êtes aussi chevalier de l'Ordre du Mérite culturel de Monaco, j'ai vu. Mais bien sûr, c'est une distinction qui m'a été remise par la princesse et je n'ai pas dédaigné, au contraire. Vous êtes un peu chez vous à Monaco, en fait. Oh non, ça c'est beaucoup dire. Beaucoup de gens sont chez eux à Monaco et seuls les monégasques y vivent.
Membre du jury du prix Prince-Pierre. Oui. Alors on a une séquence dans cette émission du Club francophone, on a profité de votre présence ici pour vous demander à vous aussi quel est le livre qui a marqué votre vie. On demande ça à un lecteur, anonyme ou célèbre, ça tombe sur vous aujourd'hui. Quel est le livre qui vous a marqué ou qui a illuminé une partie de votre vie? Je vais commencer par une lecture inaugurale. C'est moins un livre qu'un magazine qui était le journal de Mickey. Ah oui? Oui, mais évidemment dans sa version française. Oui. Et d'ailleurs assez joliment traduit dans mon souvenir. Oui. L'affaire est la suivante. C'est que mon arrière-grand-mère, qui était née en 1885, nous sommes là vers 1962, je ne savais pas encore lire, c'est elle qui me lisait le journal de Mickey. Mais comme elle avait une notion approximative de la bande dessinée, plutôt que de lire les cases comme elles doivent l'être, c'est-à-dire de gauche à droite, puis de gauche à droite, elle les lisait verticalement. Ah oui. Donc il y avait une déconstruction quasi déridienne de l'œuvre de Walt Disney. Ouais. Et dans la tête de l'enfant que j'étais, il fallait que je me livre à des opérations complexes pour essayer de retrouver, à partir de ce puzzle, le sens du récit. Et donc cette complexité m'a formé. Ça m'a été très utile plus tard quand j'ai commencé à lire James Joyce, par exemple, ou Antonin Artaud, ou Raymond Roussel, c'est-à-dire des écrivains de la complexité qui déconstruisent syntaxique et de la déconstruction de la syntaxe ou même du fil du récit. Et je peux dire que grâce à Donald Duck, j'ai pu lire James Joyce. Mais alors vous compreniez quand même des choses ou pas? Oui, parce que je faisais un effort mental pour réassocier les cases. Oui, je réprimandais ma grand-mère, mais elle ne comprenait pas forcément, et je réassociais les cases, donc je remettais comme un puzzle, je remettais dans l'ordre. Dans votre tête? Oui. Oui, quand Donald parle à ses 3 neveux, par exemple, dit quelque chose, puis qu'après apparaît Daisy, mais qui dit une chose qui est sans rapport, il faut évidemment remettre les choses dans leur ordre. C'est un certain rapport au sens. Il y a un livre de Deleuze qui s'appelle Logique du sens. J'ai été initié à la logique du sens par une arrière-grand-mère berrichonne. Et par le journal de Mickey. Et par le journal de Mickey, qui est une lecture fondatrice, en effet. Merci Marc Lambron. Merci à vous. Merci beaucoup. Marc Lambron au prix Prince-Pierre de Monaco. J'espère que cela vous donnera une nouvelle idée de lecture avec ce fameux journal de Mickey. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un peu spéciale aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Bon week-end et bonne semaine à vous tous. À la semaine prochaine.